Ils ont acheté pour 110 milliards de dollars d'actions Apple. Mais qui, selon vous, est capable de réaliser un investissement aussi massif? Eh bien, c'est Apple elle-même, puisqu'en effet, une société peut racheter ses propres actions. Et Apple ne s'en prive pas, puisque sur les 10 dernières années, ils ont racheté pour 700 milliards de dollars de leurs propres actions. Vous entendrez souvent dire que les opérations de rachat d'actions propres sont bonnes pour l'actionnaire et ont tendance à faire monter le prix de l'action. C'est peut-être pour ça que, comme on le voit sur la ligne jaune, depuis 15 ans, les sociétés du S&P 500 dépensent chaque année plus d'argent en rachat d'actions propres que ce qu'elles ne versent à leurs actionnaires sous forme de dividendes, représentés ici par les histogrammes bleus. Et pourtant, un rachat d'actions propres est une alternative à la distribution d'un dividende. Cela veut donc dire que c'est une alternative très attrayante. Conscient de cela, en 2024, Apple a annoncé le plus gros programme de rachat d'actions propres de l'histoire d'un montant de 110 milliards de dollars. Ce faisant, elle mène la danse devant des sociétés comme Chevron, Alphabet, Meta ou encore Walt Disney qui réalisent elles aussi des rachats d'actions massifs sur les marchés. Et ce n'est pas uniquement un phénomène américain puisque les grandes sociétés européennes rachètent elles aussi leurs actions pour des montants considérables. Ainsi, par exemple, Total Energy est très active dans ce domaine et en Belgique, la tendance est la même avec notamment KBC, Deleuze et AB InBev qui ont exécuté des rachats d'actions pour près de 1 milliard d'euros chacune. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne un rachat d'actions propres, pourquoi une société décide de réaliser ce type d'opération et surtout quel est l'impact d'un rachat d'actions sur le prix de l'action que vous détenez peut-être au sein de votre portefeuille. C'est parti. Vous entendrez souvent dire qu'un rachat d'actions propres est bon pour l'actionnaire car il fait monter le prix de l'action. C'est ce qu'on voit notamment dans cette dépêche de CNBC qui parle du rachat d'actions propres de plus de 100 milliards de dollars d'Apple en disant que ça benefits shareholders, c'est-à-dire que ça profite aux actionnaires d'Apple. Idem sur CNN Business où on nous explique que l'action Google a augmenté en valeur après que la société ait racheté pour des milliards de dollars de ses propres actions. C'est ce qu'on nous explique également dans cette newsletter finance que j'ai reçue récemment, où on nous explique que le rachat d'actions peut profiter à l'investisseur en augmentant la valeur de ses actions et le rendement du dividende. Mais en réalité, on va voir aujourd'hui que c'est plutôt faux, un rachat d'actions propres en soi ne fait pas monter le prix de l'action. Pour s'en convaincre, il ne faut pas chercher bien loin, on peut notamment regarder et observer la performance du seul ETF coté en Europe qui se focalise sur l'investissement en actions qui réalise des rachats d'actions propres. Il s'agit d'un ETF d'Amundi S&P 500 Buyback qu'on peut comparer à la performance d'un ETF S&P 500 classique et on voit clairement que depuis 10 ans, l'ETF qui se focalise sur des sociétés qui réalisent de gros rachats d'actions propres sous-performe visiblement un ETF S&P 500 classique. Donc en soi, vous focaliser sur les sociétés qui réalisent de gros rachats d'actions propres n'aura pas un impact positif sur la performance de votre portefeuille. C'est ce que j'expliquais déjà il y a un an de cela dans ma newsletter mensuelle Éducation Finance, dans laquelle j'expliquais dans le détail le fonctionnement des rachats d'actions propres et la performance de ce type de placement. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez un lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Vous recevrez ainsi chaque mois une newsletter complète avec une présentation d'un sujet pertinent pour vos investissements, ainsi que chaque mois la présentation complète d'un nouvel ETF dans le détail. Avec tout ça, on n'a pas encore exactement compris ce qu'est un rachat d'actions propres. Le mieux pour le comprendre, c'est de prendre un exemple concret. Imaginez-vous dans les habits d'un PDG, le PDG d'une société qui a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 150 millions d'euros. Pour les bienfaits de l'exemple, on va partir du principe que bénéfice égale cash flow et que donc effectivement, la société a gagné l'an dernier 150 millions d'euros. Il y a donc 150 millions d'euros en plus sur les comptes bancaires de la société. Vous êtes le PDG de cette société et vous observez cette situation, vous regardez vos besoins pour l'année à venir et vous dites « Ok, j'ai besoin de 30 millions d'euros pour un investissement que j'ai déjà identifié aujourd'hui.
Et encore, comme ma société est en croissance, on va dire 20 millions d'euros pour ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le préfinancement du stock, le préfinancement des créances clients. Et donc vous allez garder 20 millions d'euros aussi pour le besoin en fonds de roulement. Donc vous savez que sur les 150 millions de bénéfices et de liquidités que vous avez sur le compte, vous avez 50 millions dont vous avez besoin pour l'année qui vient. Par contre, les 100 millions restants, objectivement, vous ne savez pas quoi en faire. Vous n'en avez objectivement pas besoin dans votre rôle de PDG de cette société. Dans ce cas-là, vous avez en fait deux options qui s'offrent à vous. L'option numéro 1, c'est l'option classique, c'est la distribution d'un dividende. En gros, vous dites à vos actionnaires, voilà, j'ai 100 millions d'euros dont je ne sais pas quoi faire. On a bien performé l'année dernière, félicitations à tout le monde, je vous renvoie 100 millions d'euros sous forme de dividende. Et donc, ces 100 millions d'euros vont être distribués aux actionnaires de la société au prorata des actions qu'ils détiennent de la société. Okay, donc tout le monde va recevoir une partie de cet argent. Ça, c'est l'option, on va dire, à l'ancienne, la distribution du dividende. La deuxième option, c'est le rachat d'actions propres. C'est-à-dire que la société peut se dire, ok, j'ai 100 millions d'euros sur mes comptes bancaires, ma société est cotée en bourse, ou pas d'ailleurs, on pourrait faire un rachat sur une société qui n'est pas cotée en bourse, et je vais prendre ces 100 millions et je vais faire des achats, soit sur les marchés, si je suis coté en bourse, soit je vais contacter mes actionnaires pour dire, tiens, qui serait vendeur d'actions, et je te les rachète. Et donc, pour les bienfaits de mon exemple ici, on va partir du principe que la société vaut 1 milliard d'euros et que son actionnariat, c'est 10 actionnaires qui ont chacun 10% des actions de la société. Donc, chaque actionnaire a une valeur de 100 millions d'euros en actions de votre société. Donc, vous allez, avec vos 100 millions d'euros, vous contactez vos 10 actionnaires et on va dire que vous en avez un qui est vendeur de toute sa position qui vaut justement 100 millions d'euros. Donc en fait, vous allez convenir avec lui que vous allez lui racheter ses actions pour 100 millions d'euros. Donc vous prenez, en tant que PDG de la société, vous faites un transfert bancaire, vous prenez les 100 millions qui sont sur le compte bancaire, vous les envoyez sur le compte bancaire du vendeur, qui lui vous envoie les actions en retour. Et donc au niveau du bilan de la société, vous avez remplacé 100 millions de liquidités par 100 millions de valeur de vos propres actions, et généralement, une société va supprimer ses actions une fois qu'elle les a rachetées. Donc vous avez ces actions et vous supprimez leur existence. D'accord ? Ce qui va avoir pour conséquence que l'actif du bilan de la société va baisser de 100 millions, puisque les 100 millions d'actions que vous avez ont été détruites, donc elles ont disparu. L'actif du bilan baisse de 100 millions. Et le passif baisse aussi de 100 millions, puisque les fonds propres ont baissé de 100 millions, puisqu'on a supprimé des actions qui sont des parts représentatives du capital. Maintenant, quelle est la conséquence de cette opération sur les actionnaires restants? Puisque comme je vous disais, on dit souvent que c'est bon pour les actionnaires qui restent. Eh bien, en réalité, ce qui se passe, c'est que les actionnaires restants, ils étaient 10, maintenant ils sont plus que 9, puisqu'il y en a un qui a vendu toutes ses parts et qui est parti. Donc, tous les bénéfices futurs de la société, au lieu de vous les diviser en 10 comme avant, à partir de maintenant, vous les divisez en 9. Et c'est en ça que certains pensent que les rachats d'actions propres bénéficient aux actionnaires restants parce qu'ils vont se partager les bénéfices futurs en moins d'actionnaires. Mais c'est oublier un détail quand même fondamental, c'est que cette division des bénéfices futurs en 9 plutôt qu'en 10, elle ne s'est pas faite gratuitement. Vous avez sorti 100 millions d'euros pour obtenir cet avantage, puisqu'en fait, ils étaient ces 100 millions sur le compte bancaire de la société, et vous, en tant qu'actionnaire, c'est votre société et donc c'est votre compte bancaire. Donc les 100 millions, ils sont partis. Donc vous êtes appauvri de 100 millions d'euros pour vous partager les bénéfices futurs en 9 et pas en 10. D'accord ? Donc vous comprenez évidemment tout de suite que la question, c'est pas tellement de savoir si le bénéfice par action future a augmenté parce qu'il y a moins d'actions, c'est de savoir si vous avez payé le juste prix pour obtenir cet avantage-là. Lorsqu'une société fait un rachat d'actions propres, en réalité, elle rachète les actions au prix de marché, c'est-à-dire le prix qui est l'actualisation de tous les bénéfices attendus futurs de la société. Donc a priori, il n'y a pas de valeur qui est créée au moment où vous faites cette opération-là, parce que soit le marché s'est trompé sur les bénéfices futurs, il les a attendus trop ou trop bas, mais ça c'est l'avenir qui vous le dira, mais au moment où vous faites l'opération, a priori, vous ne créez pas de valeur.
C'est ce que nous confirme cet article du Harvard Business Review qui nous dit que contrairement à la croyance populaire, les rachats d'actions propres ne créent pas de valeur en augmentant les bénéfices par action. La société a, après tout, dépensé de l'argent pour acheter ses actions. Et si vous pensez autrement, ça veut dire que vous pensez que les gestionnaires de la société sont capables de faire du market timing et d'acheter les actions à un moment qui est particulièrement favorable. En théorie, ça pourrait tenir la route comme idée, puisqu'on se dit que les gestionnaires sont extrêmement bien placés pour avoir toutes les informations sur la société et donc savoir si un achat est bon ou pas à un moment donné de l'histoire de la société. Sauf que malheureusement, on n'a pas de preuves généralisées de ça et on n'a pas un consensus d'études qui nous explique que les PDG et les gestionnaires ou les administrateurs soient capables véritablement de faire des rachats d'actions propres au bon moment. Juste un petit exemple, les rachats personnels d'actions Intel par le PDG d'Intel sur les quelques dernières années et on voit que le PDG a continué à faire des achats d'actions Intel malgré que l'action était sur une trajectoire descendante et a continué à descendre quasiment tout au long de la période. En réalité, un rachat d'actions propres peut créer de la valeur tout comme il peut en détruire. Si vous achetez des actions à un mauvais moment, comme ça a par exemple été le cas de Hewlett-Packard en l'an 2000, eh bien vous allez détruire de la valeur, puisque Hewlett-Packard a dépensé 6,4 milliards de dollars pour acheter ses actions à un prix moyen de 53,60 dollars, alors que quelques mois plus tard, l'action ne cotait plus que 14 dollars par action. Dans un tel cas, évidemment, Hewlett-Packard a détruit de la valeur puisqu'elle a acheté cher une action qui a fini par valoir beaucoup moins. Donc si elle a détruit les actions lorsqu'elles valaient 14 alors qu'elle les a achetées à 53, eh bien clairement, elle a ancré, elle a cristallisé une perte pour ses actionnaires. Malgré ça, en 2018, lorsque Hewlett-Packard lance un nouveau programme de rachat d'actions propres, la presse continue à dresser un portrait favorable de cette opération en disant que Hewlett-Packard va booster le shareholder return, va booster la performance de l'actionnaire avec un nouveau programme de rachat d'actions propres. En réalité, moi je pense que le rachat d'actions propres, c'est surtout un signal. Et c'est ce signal qui est perçu par le marché comme étant positif. Ce n'est pas en soi le rachat d'actions propres. C'est comme pour une distribution de dividendes. Quand une société distribue un dividende, en réalité, elle envoie le signal au marché qu'elle a réalisé une tellement bonne année et qu'elle a tellement d'argent sur ses comptes dont elle sait quasiment pas quoi faire, tellement elle en a, que la meilleure option, c'est de le redistribuer aux actionnaires. Et c'est ça, en fait, le signal qui est envoyé et qui est perçu positivement par le marché. Et pour un rachat d'actions propres, c'est exactement la même chose, puisque vous aurez toujours un rachat d'actions propres qui marchera main dans la main avec une excellente année. Vous le voyez ici par exemple avec Heineken qui a eu un bénéfice annuel qui a dépassé les attentes et qui ensuite a décrété un rachat d'actions propres de 1,5 milliard d'euros. Idem chez Alphabet qui a augmenté en valeur sur base de résultats solides, d'un premier dividende et d'un gros rachat d'actions propres de 70 milliards de dollars. Allons maintenant un petit peu plus loin dans des aspects un petit peu plus techniques mais super intéressants. En réalité, si on y réfléchit, quand une société fait un rachat d'actions propres, ce qui se passe, c'est que sa valeur diminue. La capitalisation boursière d'une société qui fait un rachat d'actions propres diminue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on reprend l'exemple que j'ai donné, elle a pris 100 millions d'euros sur ses comptes bancaires pour acheter un actif qu'elle a supprimé. Donc en fait, elle a perdu, entre guillemets, 100 millions d'euros. Il y a 100 millions d'euros qui étaient sur ses comptes qui ne sont plus là. Donc elle s'est appauvrie de 100 millions d'euros. Donc la capitalisation boursière, la valeur globale de la société, elle a baissé. Par contre, le prix par action de la société n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce que vous avez une capitalisation boursière qui a diminué, mais vous avez le nombre d'actions de la société qui a diminué aussi. D'accord ? Et donc aussi bien le numérateur que le dénominateur de votre équation ont tous les deux baissé et donc ils s'annulent l'un l'autre, donc le prix par action n'a pas bougé. D'accord ? Donc en fait, quand vous avez une société qui fait un rachat d'actions propres, ça n'a pas d'impact sur le prix de l'action et ça ne crée pas ou détruit pas de la valeur en soi, c'est l'avenir qui nous dira si ça en a créé ou détruit.
Néanmoins, ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est que dans la comparaison rachat d'actions propres dividendes, moi je pense qu'il y a quand même un intérêt au rachat d'actions propres. Pourquoi? Parce que quand vous faites un dividende, en fait, vous distribuez à tout le monde. Certes, il doit être validé en assemblée générale des actionnaires, mais si vous avez la majorité des actionnaires qui votent en faveur d'un dividende, eh bien les minoritaires qui n'en voulaient pas le reçoivent quand même. Et donc ces actionnaires-là, ils reçoivent de l'argent de la société. Souvent, cette distribution de dividendes, elle génère une fiscalité. Et s'ils voulaient vraiment rester investis, en réalité, ils devraient prendre le revenu net qu'ils reçoivent pour racheter des actions. Donc en fait, ces actionnaires-là qui veulent rester, qui sont vos actionnaires fidèles, vous leur imposez un dividende taxable et éventuellement des frais de réinvestissement, alors qu'en fait, ce sont vos actionnaires de long terme qui veulent rester fidèles à l'actionnariat. Alors que dans un rachat d'actions propres, c'est autre chose. Vous dites en fait, j'ai 100 millions, quels sont les actionnaires parmi vous qui sont vendeurs, c'est-à-dire qui ont envie de partir? Et ce sera à eux alors de supporter la taxation éventuelle de la vente de leurs actions. Mais c'est leur problème parce qu'ils voulaient partir. Donc de toute façon, ils allaient vendre. Donc en fait, l'avantage du rachat d'actions propres, c'est qu'il fait peser la fiscalité de l'opération uniquement sur des actionnaires qui sont sortants. Et donc ça, c'est mieux pour les actionnaires qui restent, puisque eux, ils doivent rien faire, ils n'ont pas de fiscalité et ils restent pleinement investis. Donc à mon sens, le rachat d'actions propres, d'un point de vue gestion de la société, il est plus efficace que le dividende. Mais donc vous focaliser sur des actions qui réalisent de gros rachats d'actions propres ne va pas, on l'a vu, vous donner un avantage en termes de performance à long terme. Donc de nouveau, méfiez-vous des stratégies et des bonnes idées qu'on peut trouver sur Internet et focalisez-vous sur un placement diversifié et une gestion passive à long terme. Il n'y a rien de tel pour générer de la performance. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!